C'est parti pour le meilleur, les distributions volumiques de charge. Alors on vient de faire les distributions linéiques et surfaciques, donc vous commencez à comprendre en gros l'idée. L'idée c'est juste que quand on va considérer un très grand nombre de charges, ponctuelles, soit par exemple, voilà je les dessine, à la fin elles vont se répartir suivant un volume, et on n'a pas envie de les considérer comme une somme de charges ponctuelles, mais on a plutôt envie de dire que si on zoome comme il faut, eh bien, comme les charges, ça se repousse, sans doute qu'il y a une échelle, c'est-à-dire qu'il faut y regarder de près, mais pas trop, une échelle à laquelle les charges vont vous paraître distribuées de façon relativement homogène. On va prendre donc un volume ici élémentaire, sur lequel on a zoomé, et à l'intérieur de ce volume, en fait, les charges sont réparties de façon homogène, et on calcule donc la densité volumique de charge. C'est-à-dire qu'on dit, à l'échelle qu'on est en train de regarder, là où les choses semblent lisses, quelque part, les charges sont réparties de façon homogène, on peut dire qu'on a un certain nombre de coulombs par mètre cube. Ça, on va le noter ρ. Traditionnellement, c'est la densité volumique de charge. Et donc cette densité est uniforme à l'échelle qu'on regarde dans le volume ici qu'on va noter. Fort logiquement, on avait noté donc l'élément de longueur quand on avait une distribution linéique dl, l'élément surfacique on l'avait noté ds et l'élément volumique on va le noter d taux. Cherchez pas. Voilà, donc quand je note d taux, c'est un élément volumique. Bon, du coup, la charge élémentaire contenue dans ce petit volume des taux, c'est simplement la densité volumique fois, ça n'est pas un produit scalaire, fois des taux. Si vous voulez connaître la charge contenue dans l'intégralité de votre distribution, grand Q, il va falloir sommer l'intégralité de ces charges élémentaires. Simplement ici, ça ne va pas être une intégrale simple, ça ne va pas être une intégrale double, ça ne va pas être une intégrale compliquée non plus, mais ça va être une intégrale triple, parce que c'est une intégrale sur un volume. En réalité, on va faire une intégrale sur 3 variables à la fois, typiquement si on pense aux coordonnées cartésiennes, x, y et z. Mais quel que soit le volume qu'on veuille décrire, on aura besoin, comme il s'agit d'un volume, de 3 coordonnées différentes, qu'elles soient cartésiennes, cylindriques ou sphériques. Et donc, on va faire une intégrale triple de ρ d taux. Alors, vous m'avez vu venir aussi, et puis on va le spoiler tout de suite. Quand on veut calculer le potentiel créé au point M par la distribution de charge, ce qu'on fait, c'est que, on dit déjà que en fait, la distribution de charge, enfin le volume des taux, il est centré autour du point P. Et bien on va simplement dire qu'il suffit de sommer, alors ça c'est ma fameuse somme qui ne veut pas dire grand chose si ce n'est qu'on somme sur toutes les charges élémentaires. Donc c'est une somme sur toutes les charges élémentaires de finalement ces charges élémentaires étant situées en P de 4pi epsilon 0 Pm. Donc évidemment ça c'est une façon d'écrire qu'on a une intégrale triple. Rho de P des taux, ça c'est votre charge élémentaire sur 4pi epsilon 0 Pm. Et voici l'expression très générale de V de M. Et il va falloir, pour pouvoir mener le calcul à son terme, qu'on spécifie ce que c'est comme élément différentiel, comme élément infinitésimal des taux. Comment on va l'exprimer en fonction de variations infinitésimales des coordonnées qu'on aura choisies. Et ça va être ça un peu l'objet des slides suivants. Donc je ne vais pas m'avancer plus, mais typiquement, on va voir qu'en fait, c'est dx, dy, dz pour des coordonnées cartésiennes. Bien. Donc si vous savez exprimer la position de P et la position de M en coordonnées cartésiennes, alors vous savez au moins écrire cette intégrale. Peut-être pas encore tout à fait la calculer, mais ça c'est autre chose. Et si vous voulez calculer le champ E de M, bien sûr il suffit de prendre moins le gradient de V, mais vous pouvez aussi décider de prendre simplement la loi de Coulomb
vous considérez que chaque charge infinitésimale génère un champ au point M, et qu'on va écrire comme ça. On va prendre la loi de Coulomb sous cette forme. Je vous rappelle que PM vecteur sur PM, le module, ça fait un vecteur unitaire. Et donc ça, c'est le type d'expression qu'on peut être amené à calculer en faisant des intégrales triples, soit des charges complètes, enfin la charge complète contenue dans une distribution, ou des potentiels ou des champs. Dans la suite de ces slides, moi je vais me contenter des charges complètes, et on va faire quelques cas emblématiques. Le premier cas emblématique, ça va être celui d'un parallépipède chargé. Alors, à quoi va ressembler un parallépipède chargé? Je vais mettre ça. On va se faire un super repère tridimensionnel. Et si je dessine mon parallépipède comme ça, voilà, toujours eu un talent inné pour ça. Hop. Ici, on va mettre, c'est X, on va mettre une largeur A. Là, ça c'est l'axe Y, indubitablement. Ici, B comme longueur, et puis, alors évidemment, ça c'est caché, mais c'est là. Et puis pour Z, et on va mettre une hauteur C pour notre parallélépipède. Ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'il contient une charge volumique uniforme. Rho égale constante, c'est-à-dire que ça dépend ni de X, ni de Y, ni de Z. Donc densité uniforme. Et on veut calculer la charge totale. Alors, Q, c'est évidemment la somme de toutes les charges élémentaires contenues dans des volumes élémentaires, infinitésimaux. Ouais, j'utilise un peu les deux termes, infinitésimaux, élémentaires, c'est ça l'idée. Et donc, c'est une intégrale triple de ρ des taux. Maintenant, il faut spécifier ce qu'est des taux. Ici, notre volume, il va être décrit... Enfin, la position d'un point dans notre volume est décrite par la donnée de x, y et z qui sont ses coordonnées. Les trois vont pouvoir varier. Quand on avait quelque chose une distribution surfacique, quand on voulait la décrire, il y en avait forcément une des trois variables qui était fixée, les deux autres qui variaient. Ici, les trois vont pouvoir varier. X va varier de 0 à A, et tous les points qui ont x contenu entre 0 et A, y compris dans l'intervalle 0b, et z compris dans 0c, tous ces points-là sont des points de notre volume, de notre parallélépipède. Et donc, si maintenant on prend un point M, il a pour coordonnées x, y, z, qu'on fait varier x de dx. Voici, donc si on prend tous les points qui ont une abscisse comprise entre x et x plus dx en partant de M, voilà le chemin qu'on parcourt. Donc je vais grossir un peu le trait quand même, enfin le schéma. Donc on part de dx dans ce sens-là. Si on augmente y de dy, dans ce cas-là, on a un dy ici. Et puis si on augmente z de dz, on part dans cette direction-là. Bien, maintenant, je vais compléter mes dessins avec une autre couleur, mes traits. On avait vu, par exemple, que si on faisait varier deux paramètres, x et y, les faire varier de dx, dy, ça déterminait une surface élémentaire. Bon, ben là, c'est pareil, sauf qu'en fait, en pratique, c'est un volume élémentaire. Ça y est, on ne voit plus rien. Hop. Et ce volume élémentaire, délimité par dx, enfin, il a pour côté dx, dy, dz, et ça va être ça notre d taux. Bon, alors j'avoue, il y en a qui le notent dv, hein, mais moi je le note d taux. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est que notre volume élémentaire d taux, c'est dx, dy, dz. Mais vous êtes habitué à ça. À partir du moment où on commence à mettre du dx, dy, dz, on est en train de spécifier les variables. Et donc ma charge totale,
je vais l'écrire comme une intégrale triple de 0 à a pour la première variable, c'est-à-dire x, de 0 à b pour la deuxième variable, c'est-à-dire y, et de 0 à c pour la troisième variable, c'est-à-dire z. Et on va intégrer ρ, qui est constante. On peut même le sortir. Alors, les intégrales triples et les intégrales doubles, même combat. C'est des intégrales multiples. Et nous, les cas qu'on va considérer sont des cas où il n'y a pas de problème. Les problèmes, les trucs un peu pathologiques, ça pourrait être que, par exemple, dans l'intégrale sur y, il y ait x dans les bornes. Donc dans ce cas-là, il faudrait faire l'intégrale sur y bien avant l'intégrale sur x, tout ça, ce serait problématique. Mais là, c'est un problème qui est totalement séparable. À la fois le volume, il n'y a pas de problème pathologique sur les bornes, et la fonction qui est ici, elle est séparable parce que c'est une fonction de la forme f de x, g de y, h de z. Même si f de x, g de y et h de z, ça peut être 1 chacune d'entre elles. Et donc on a, ou alors f de x c'est ρ et les deux autres c'est 1. Mais au final, ce qui se passe quand on a une fonction séparable, c'est qu'on a vraiment le droit de séparer les intégrales en 3 et de dire que c'est le produit des 3 intégrales. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à a, allez, choisissons de dire que f de x c'est ρ, de ρ dx, fois l'intégrale de 0 à b, alors cette fois-ci il n'y a pas de choix, g de y c'est 1, et puis l'intégrale de 0 à c de 1 fois dz. Bien, et là ça on sait calculer. La première intégrale, c'est ρ, une primitive de ρ, c'est ρ fois x, en fait c'est une constante, on aurait même pu sortir la constante. On la prend entre 0 et a, ça va faire un truc du genre ρa, ce qui est très joli, culturellement parlant. Et puis si on prend donc l'intégrale de 1, une primitive, ça va être y, parce que c'est y la variable, prise entre 0 et b, ça fait b. Et ensuite, eh ben, une primitive de 1, si c'est z la variable, c'est z. Et puis c'est entre 0 et c. Donc ça fait ρa moins ρ fois 0. Je vais le noter comme ça, hein, sinon on ne comprend pas. Hop, peut-être. Fois, bon, c'est la même chose, ça fait b moins 0. Fois c moins 0. Et donc, résultat absolument dingue auquel personne ne s'attendait, ça fait ρ ABC. ABC, c'est en fait le volume de notre cube. Et en fait, on vient de faire un truc très très compliqué pour montrer que le volume d'un parallélépipède, c'est A fois B fois C, en partant de l'idée que le volume d'un parallélépipède élémentaire, c'est dx, dy, dz. Bon, c'est pas hyper pertinent, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est la méthode. Alors c'est bien une méthode de physicien, mais on commence par écrire ce qu'est le volume infinitésimal en fonction des coordonnées. On définit bien la zone sur laquelle on va intégrer en regardant comment varient les coordonnées qui nous intéressent sur cette zone. Donc on les met dans les intégrales, dans les bornes des intégrales, et ensuite vous n'aurez de toute façon que des problèmes séparables. On ne va pas s'amuser à vous faire des problèmes pas séparables, donc vous aurez juste à faire le produit de 3 intégrales simples. Et maintenant, un tout petit peu plus compliqué. On va prendre un cylindre uniformément chargé. Donc, voici notre cylindre. Il a pour rayon, on va le noter, alors là ça va être un peu original, on va le noter grand R. Et puis, parce que vraiment je suis très... Voilà, la hauteur on va la noter H, parce que c'est la grosse forme aujourd'hui. Alors, je suis d'accord, la densité volumique de charge, on va encore la noter ρ. Et toute cette originalité m'ayant beaucoup fatigué, on va passer au calcul. La charge totale portée par ce cylindre, c'est simplement, attention, l'intégrale des charges élémentaires, c'est-à-dire une intégrale triple de ρ des taux. Alors maintenant, on va spécifier quel est notre volume infinitésimal des taux.
les trois variables qu'on utilise pour repérer nos points M qui se situent, ou un point M qui se situe, alors c'est pas celui-là, c'est plutôt un point M qui se situe ici à l'intérieur du volume, c'est R, θ et Z. Si on fait varier ces trois paramètres, alors le plus simple, c'est R. Ça nous fait une petite variation radiale, comme ça, de dr. Si on fait varier Z, le deuxième plus simple, ça nous fait une variation verticale de dz. Si on fait varier dθ, ça nous fait une variation qui est en fait, donc là je la dessine toute droite, en réalité c'est un, si on va jusqu'à l'axe, c'est un arc de cercle d'angle ici dθ. Et donc la longueur de cet arc de cercle, c'est simplement r dθ. Ok, maintenant on complète notre volume qu'on parcourt si jamais on laisse les points prendre des valeurs entre, pour R, entre R et R plus dr, pour θ entre θ et θ plus dθ, pour Z entre Z et Z plus dz, eh bien ça forme un volume, et ce volume, eh bien, donc ça c'est les côtés, eh bien c'est simplement le produit de ces trois choses-là. Ouais, c'est une façon originale de l'écrire. Mais donc dτ, c'est dr, r dθ dz. Allons-y pour le calcul. Il faut juste se dire que R, il appartient ici à 0R, grand R. Z, il appartient à 0H. Et θ appartient à 0,2π. Et avec ça, on est bien sûr de décrire tout le volume du cylindre. Du coup, revenons à notre intégrale. On va pouvoir spécifier ce qu'est dτ. C'est donc R dr dθ dz. J'ai mis le R devant. Parce que lui, on va devoir l'intégrer. Il fait partie de la fonction à intégrer. Et la fonction à intégrer, c'est ρ. Donc maintenant, on va intégrer ρr. Et on va l'intégrer. Alors, pour R, on intègre de 0 à grand R. Pour Z, de 0 à H. Pour θ, de 0 à 2π. C'est pas dans le bon ordre. Pour donc... c'est dθ après, c'est de 0 à 2π. Puis pour Z, de 0 à H. C'est parti. C'est une intégrale séparable. On n'a qu'à sortir ρ. ρ est une constante, on va la sortir ce coup-ci. R, on ne peut pas le sortir, c'est pas une constante, le petit r. Donc on doit intégrer r dr entre 0 et grand R, multiplié par l'intégrale de 0 à 2π de dθ, donc de 1 fois dθ, implicitement, multiplié par l'intégrale de 0 à z de dz, non pas à z, à h, de dz. Bien, c'est parti. Une primitive de R, sachant que R c'est la variable, c'est 1/2 de R au carré. Normalement c'est plus constante, mais on s'en fout de la constante parce qu'on va faire une différence. On prend entre 0 et grand R. Ici, une primitive de 1, c'est θ, puisque c'est θ la variable, et on le prend entre 0 et 2π. Et puis, on a cette intégrale-là qui vaut tout simplement, donc la primitive c'est z, donc ça va nous faire un h. Ok, ça nous fait ρ fois 1/2 de grand R au carré. Voilà, c'est 1/2 de grand R au carré moins 1/2 de 0 au carré, donc 0. Fois, ici ça fait 2π, et ça fait h. Et ça nous fait un truc extraordinaire, pi r de h, un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est en réalité la surface du disque en dessous, multiplié par la hauteur. Et donc ça, c'est bien le volume du cylindre. Et donc, c'est pas étonnant, la charge totale portée par ce cylindre uniformément chargé, c'est simplement la densité volumique de charge ρ, multipliée par le volume de la distribution.
Mais le fun ne s'arrête pas là. Le fun ne fait que commencer. Et je ne vous dis pas, attention, le dernier slide va vous étonner. Cette fois-ci, on a une boule qui est uniformément chargée. Comme je suis toujours autant en forme, je vais appeler son rayon, que je dessine très mal, mais je vais l'appeler grand R. Donc la charge totale, ça va être la somme des charges élémentaires, c'est-à-dire une intégrale triple, ρ des taux. Bien, comment va-t-on déterminer ce volume élémentaire? Alors, on est d'accord, ça sera toujours le même à partir du moment où on utilise des coordonnées sphériques. Donc les coordonnées sphériques, c'est petit r, θ et phi. Petit r, il va varier de 0 à grand R. θ va varier, alors ça on a déjà vu, θ quand on est à 0 c'est là, quand on est en pi c'est là, mais on s'amuse pas, θ on s'amuse pas à le faire remonter de l'autre côté, θ il appartient que à 0 pi, on s'arrête en bas. Par contre phi lui il va faire le tour. Si on faisait remonter θ de l'autre côté, on décrirait deux fois certains points, ça ne peut pas le faire. Lui il va faire le tour, donc il part entre 0 et 2pi. On est d'accord que tous les points qui sont repérés par un rθ phi qui vérifie ces trois conditions sont des points qui appartiennent à la boule. On se croirait à Fort Boyard. Ok, maintenant, on va faire ce calcul en remplaçant... Alors oui, non, pardon, l'élément des taux, qu'est-ce que ça va être? Alors, prenons le point... Allez, si on va prendre le point M ici. Si je fais varier de dr petit r, eh bien je vais dans cette direction-là et ça me fait un élément dr. Si jamais je fais varier dθ de dθ, je pars dans cette direction-là et en réalité la longueur de ce petit segment c'est r dθ. Si maintenant je fais varier de dφ, je fais dφ, eh bien je pars dans cette direction-là et la longueur du segment là, infinitésimale, c'est, alors comme on est en train de parcourir un cercle qui a le même rayon que celui-là en bas là, et que le rayon de celui-là c'est r sinus θ, regardez les autres, enfin il faut vous en convaincre, on l'a fait dans les autres vidéos, donc ça fait r sin θ dφ. Du coup, notre petit volume élémentaire, hop, on va le trouver là. C'est pas beau, c'est pas beau, mais c'est un volume élémentaire. Et ce volume élémentaire, c'est, alors je vais laisser pas mal de place pour spécifier mes intégrales, mais c'est ρ, on a du dr, on a du r dθ et on a du r sin θ dφ. Vous voyez que les intégrales vont être singulièrement plus compliquées. La première intégrale portera sur r, donc elle va de 0 à r. La deuxième porte sur θ, elle va de 0 à pi. La troisième porte sur phi, elle va de 0 à 2pi. Hop, ça y est, là on a spécifié le calcul qu'on allait vraiment faire. Allez, on va sortir ρ parce que c'est une constante, on a toujours le droit de sortir les constantes. Ensuite, on va séparer les intégrales en trois. On a le droit de dire que l'intégrale triple, c'est un produit des trois intégrales. On intègre de 0 à grand R... eh bien, on a, alors attention, on a un R là, ça fait du R2 dr. On multiplie par l'intégrale de 0 à pi de sin θ dθ, parce qu'il faut prendre le sin θ qui vient du dernier élément ici et l'amener là. Et puis, il nous restera l'intégrale, la dernière, c'est l'intégrale de 0 à 2pi de dφ. Celle-ci, elle ne devrait pas être trop compliquée. Je plains ceux qui avaient commencé à regarder la vidéo en accéléré. L'idée maintenant, c'est qu'une primitive de r au carré, c'est un tiers de r cube. Vous vous souvenez, quand on a r puissance n, une primitive, c'est 1 sur n plus 1, r puissance n plus 1. Ici, r, c'est la variable, évidemment. Donc ça, on va la prendre entre 0 et grand R. Et puis, on a ici une primitive de sinus θ, c'est moins cos θ, on a déjà fait un peu ce calcul, c'est toujours le même, entre 0 et pi, et on va multiplier par la primitive de phi, de 1, pardon,
par rapport à phi, c'est phi. Et entre 0 et 2pi. Ce qui nous donne, attention les yeux, là, ça fait du 1 tiers de grand R au cube, moins 0, donc bon, 1 tiers de grand R au cube, fois, alors moins cos θ, là on va mettre notre parenthèse, donc moins cos θ en pi, ça fait moins 1, parce que cosinus de pi, ça fait moins 1. Il faut enlever le moins cos de 0, et moins cos de 0, c'est moins 1. Et donc, moins 1 moins 1, ça fait 2. Et là, il nous reste phi qui varie de 0 à 2pi, donc ça, c'est 2pi. Ça, donc, ça fait 2. Ok, si on compte tout, ça fait, attention les yeux, 4 tiers de pi r cube fois ρ. C'est dingue, mais ça, c'est le volume de la sphère. Et ça, c'est la densité volumique, ρ. Bilan, là encore, en réalité, on a fait ρ fois V. C'est comme ça pour toutes les distributions uniformes. Maintenant, vous êtes prêts pour le dernier transparent? Donc, je ne suis pas sûr que vous soyez prêts, mais c'est parti. Est-ce que vous avez donc le volume, déjà remarqué que si vous prenez le volume d'une sphère, et que vous dites que vous avez envie de le dériver par rapport à grand R. Bon, allez. On va le noter d sur dr. Eh bien, la dérivée de r cube, c'est 3r2. Les 3 se simplifient et on trouve 4pi r2. On trouve que la dérivée du volume de la sphère par rapport à R, c'est la surface de la sphère. Et c'est pas étonnant en réalité, en fait on vient de le faire. Si on reprend notre calcul précédent du volume de la sphère, ça ressemblait à ça. On avait l'intégrale de 0 à R, grand R, l'intégrale de 0 à pi pour dθ et l'intégrale de 0 à 2pi pour phi. On avait du R2 sin θ dθ dφ, dr. dr dθ dφ. Alors, ce qu'on peut faire en réalité, c'est garder, c'est une intégrale triple, mais on va faire les deux intégrales doubles. D'abord, celle sur θ et phi. Donc ça fait R2 dr. Alors, R2, non, on va dire que, voilà, hop. R2, l'intégrale de 0 à pi de sin θ dθ, fois l'intégrale de 0 à 2pi de dφ, on a le droit de le faire aussi, fois dr. Okay, donc en gros, ce qu'on dit, c'est, on a le droit de faire ça, avec une intégrale triple, c'est qu'on fait d'abord ces deux intégrales-là, à l'intérieur, avant de faire la dernière intégrale sur R. Et alors ces deux intégrales-là, on vient tout juste de les calculer, elles font, ça fait 2pi. Et ça fait 2. Et donc ça fait 4pi en tout. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on est en train d'intégrer de 0 à grand R de 4pi R2 dr. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une primitive de 4pi R2 et la prendre en grand R. Et on va trouver 4 tiers de pi R cube. Donc en réalité, dans ce petit calcul-là, il y avait bien caché dedans qu'on allait trouver la primitive de 4pi R2. Et ça peut se comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est la dérivée du volume par rapport à R? C'est de combien, en gros, augmente votre volume si vous augmentez R de dr. Et si vous augmentez R de dr, et ben, comme dr il est tout petit, en fait, le volume supplémentaire que vous ajoutez, c'est 4pi R2 dr. Voilà, et donc on trouve bien, c'est normal que ce soit la surface, une surface qu'on ajoute. Voilà, et en réalité, c'est pas le seul endroit où on voit ça. Je ne sais pas si vous aviez remarqué,
Mais a priori, quand on prend l'aire du cercle et qu'on décide de la dériver par rapport à r, et ben c'est un peu la même chose, on trouve sa circonférence. Et voilà, vous êtes parés. Maintenant on va pouvoir faire des jolis calculs sur des distributions de charges un peu plus compliquées.